Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les journalistes présents dans la salle, les amis de CODAS. Donc, je voudrais aujourd'hui, à quelques jours du délibéré de l'affaire qui oppose Ousmane Sonko à la jeune Adji Raby Sarr, venir au nom de CODAS et au nom des femmes sénégalaises éprises de justice et de liberté, vous apporter notre contribution pour une meilleure lecture des faits qui se sont déroulés depuis février 2021, parce qu'il y a des acteurs nouveaux qui ont fait irruption dans la scène, disons, politique sénégalaise, des personnalités étrangères qui ont été manipulées et qui ont été nourries par la force, ce que j'appellerais la force de frappe du mensonge du camp de Ousmane Sonko, parce que nous avons des échos au niveau des États-Unis. Nous avons vu des journalistes interviewer des éléments de Ousmane Sonko et rapporter des propos complètement déformés de la réalité. Donc il y a un prisme qui a été déformé des faits qui se sont déroulés au Sénégal, et ces faits-là sont transmis à l'opinion internationale de manière complètement biaisée. Et puisque nous avons la possibilité de participer au maintien de l'équilibre de notre paix légendaire, au maintien de la vérité, à la manifestation de la vérité, nous nous prêtons à l'exercice de venir aujourd'hui, ayant été témoins oculaires au niveau de la salle des débats qui ont eu devant le public entre les avocats, le juge, les principaux témoins et le procureur de la République, ainsi que Adji Raby Sarr, la jeune victime, qui a pu, devant plus de milliers de personnes, revenir sur les faits tels qu'elle les avait relatés auparavant dans les procès-verbaux dès le début de l'affaire. Mais permettez-moi avant cela de faire un petit résumé la genèse de cette affaire. La genèse de cette affaire naît de la grande vulnérabilité des jeunes filles issues des couches, c'est-à-dire des zones rurales, qui n'ont aucune possibilité, bien souvent, de se maintenir à l'école et qui sont obligées de migrer vers la capitale, les capitales sénégalaises régionales, plus principalement Dakar, pour monnayer leurs services en tant que femmes de ménage. Et donc, de cette grande vulnérabilité naissent les sévices sexuels auxquels sont exposées celles qu'on appelle couramment mbindane. Ces jeunes filles, souvent oubliées par la société sénégalaise, ces jeunes filles victimes des prédateurs sexuels, comme il y en a dans toutes les sociétés. La seule faiblesse de notre société, c'est qu'elle ne donne pas suffisamment de protection à ces jeunes-là, à ces jeunes filles, et ça a été le cas d'Adji Raby Sarr. Adji Raby Sarr est née à Ndjirnda, dans un village. Je suis allée à Ndjirnda avec mon équipe pour voir quelle était la réalité qui a poussé Adji Raby Sarr à venir à Dakar. Malgré la grande dignité, malgré le grand courage de ces populations, il manque pratiquement de tout. Et quand sa maman est partie, j'aime pas trop dire est morte,
a été rappelée à Dieu. Adji Sarr avait en charge des petits frères et des petites sœurs sur lesquels elle avait maintenant la responsabilité de veiller, de nourrir et d'habiller. Elle est venue à Dakar. Et c'est ainsi que ses pas ont croisé les pas de Ndeye Khady Ndiaye à travers une amie pour qu'elle puisse quand même aider ses parents. Puisque sa maman était soutien de famille. C'est sa maman qui soutenait la famille. Sa maman est partie, donc c'était à elle qu'incomber, malgré son jeune âge d'adolescente, la prise en charge de sa famille. Et donc, arriver dans les lieux que tout le monde connaît maintenant, Sweet Beauté, son obéissance à Ndeye Khady, sa bravoure, son courage, son abnégation a fait d'elle une des préférées, une des employées préférées de Ndeye Khady. Ces jeunes filles ont été maintenues dans un stade de quasi-esclavage. Ce qu'on appelle l'esclavage moderne de nos jours se définit par l'absence de liberté d'aller et venir, par l'absence de salaire par rapport au travail rendu. Je vous dis qu'il y a des réglementations en vigueur sur le plan international qui font que vous ne pouvez pas faire travailler une personne de l'aube à minuit. Ces jeunes filles travaillaient de l'aube à minuit et leur salaire était 60 000 francs, c'est-à-dire 100 € le mois ou 100 $ le mois. Pendant que celles qui les faisaient travailler comme des ânes avaient au moins 1 000 € par jour. C'est l'équivalent. Je parle pour que la presse internationale puisse saisir le contexte dans lequel le Sénégal a été plongé à cause de la malhonnêteté intellectuelle et à cause de l'ignorance de la grande majorité qui n'est pas capable, qui n'a pas été capable de lire les événements. Nous nous faisons le devoir de leur décrire les faits tels qu'elles ont été perpétrés dans l'enceinte de Sweet Beauté. La jeune fille ayant trouvé un refuge dans Sweet Beauté parvenait quand même, bon an mal an, à aider ses parents, ses petits frères. Et profitant de sa grande vulnérabilité, elle transparaît dans les propos de Ndeye Khady qui dit « Je l'ai trouvée, elle était sale, elle est venue, elle avait faim, elle disait qu'elle avait faim. On sait qu'elle avait faim, on sait qu'elle était sale, elle n'avait pas les moyens de vivre décemment. C'est pour ça qu'elle est venue à Dakar. » Malheureusement, ces pas ont rencontré les pas de deux prédateurs, Ndeye Khady Ndiaye et Ousmane Sonko. Ils ont pris cette jeune fille-là captive, ils en ont fait une esclave sexuelle. Elle a subi, elle a été résiliente, elle avait peur aussi que ses parents sachent qu'elle s'est exposée à être abusée, à être violée. Pour cette raison-là, elle s'est tue. Elle n'a pas pu, dès le premier jour, aller chercher de l'aide, d'autant plus que son papa est à des milliers de kilomètres. Il n'a pas donc ni de parents capables de l'aider, sinon elle n'aurait jamais atterri dans ce lieu-là. Elle s'est tue, elle n'en a pas parlé à Ndeye Khady, son patron, parce qu'elle risquerait éventuellement de briser le contrat de travail, parce qu'on dirait que celle-là est bavarde. Alors que dans des lieux comme ça, on veut des gens qui savent se taire. Elle s'est tue, mais à un moment, elle ne pouvait plus se taire. Elle a pris son courage à deux mains. Elle est partie porter plainte. On lui a rétorqué que vous ne pouvez pas accuser un homme aussi important sans nous apporter des éléments probants. Malgré son jeune âge, elle est partie se confier à celui qui était plus proche d'elle en ce moment-là, qui lui a également dit « Tu t'organises peut-être pour m'amener des preuves, parce que cette histoire est trop grosse, je ne peux pas croire à cela. » C'est ainsi qu'elle s'est arrangée. Comme chaque fois que le monsieur arrivait, elle subissait le même traitement. La dernière fois, elle a fait tout pour que quand ça s'est passé,
elle est allée directement à l'hôpital. Mais dans notre culture, ici au Sénégal, celui qui n'a pas de voiture, comment il fait? Se fait transporter. Une petite qui n'a pas de voiture, durant le couvre-feu, si elle veut aller à l'hôpital, mais bien sûr qu'elle va demander à quelqu'un qui a une voiture de venir la chercher. C'est ce que le docteur Alfousseynou Gaye a fait. Le docteur Alfousseynou Gaye est venu récupérer Adji Raby Sarr et l'a amené à l'hôpital. Et accompagné de Sidi Ahmed, il a fait les prélèvements nécessaires, il a envoyé ça au laboratoire parce qu'il n'était pas capable, lui, de déterminer la substance qui a été prélevée. Donc, ce n'est pas son domaine, tout comme ce n'est pas son domaine de décrire l'état psychologique de la jeune fille puisqu'il n'est pas psychologue. Donc, Adji Raby Sarr, ayant fait ses prélèvements, lui, le docteur, par acquis de conscience, lui a proposé une pilule du lendemain pour éviter qu'elle ait un enfant après cet acte qui a été effectué, donc qu'elle a subi. Comment on peut donner prescription de la pilule qu'on appelle pilule du lendemain si on n'a pas peur, si on n'a pas trouvé du sperme dans l'organe génital de la victime? Donc voilà la contradiction majeure qui est éteinte par le fait que le Norlevo est prescrit quand on est sûr que la personne examinée a du liquide séminal à l'intérieur de son vagin. Donc, j'étais dans la salle et j'ai eu les échos des interprétations, mais je vous dicte ce que le docteur a dit après l'interrogatoire. Le docteur a répondu à Maître Thiam en lui disant, parce que Maître Thiam lui a dit, vous avez fait un prélèvement, vous avez dit que dans le certificat médical, le laborantin a dit que de votre prélèvement, il a trouvé des spermatozoïdes vivants. Le docteur, pendant tout l'interrogatoire, avait répondu, je ne réponds pas à votre question. Je ne réponds pas à votre question. À un moment, donc, à cette question-là, il a répondu, il a dit, effectivement, dans le prélèvement, il y avait des spermatozoïdes vivants. L'avocat lui a demandé dans quel milieu vivent les spermatozoïdes vivants. Il a dit, mais ils vivent dans le sperme. Il lui a dit, donc vous avez prélevé du sperme de l'organe génital de Adji Raby Sarr. Il a dit oui. Donc ça aussi a éteint un deuxième point qui avait été utilisé pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Le docteur a bien avoué avoir prélevé du sperme et le laborantin, dans ce sperme-là, a trouvé des spermatozoïdes vivants. Donc il y a eu donc bel et bien un acte sexuel et la jeune Adji Raby Sarr a dit qu'elle n'était pas consentante. Donc nous sommes aujourd'hui, nous de CODAS, nous avons dès le départ affirmé notre soutien à Adji Raby Sarr parce que les organisations qui devaient se charger de la défendre, de la prendre sous leur protection, l'ont rejetée par peur de représailles, par peur de la violence et des menaces. Nous avons pensé que dans une société, quelle que soit la société, les plus faibles devaient être défendus. Quelle que soit la situation, nous avions le devoir de défendre Adji Raby Sarr. À l'époque, nous ne disions pas qu'elle avait raison. Nous disions qu'il y ait un procès et qu'on l'écoute dire son histoire, qu'on la laisse dire son histoire, qu'on la laisse avoir son droit à un procès équitable. C'est chose faite désormais et nous espérons que notre pays qui a quand même tenu à restaurer l'ordre et la loi, qui a tenu à rester debout face aux différentes formes de manipulation de l'opinion, face à la menace, face au terrorisme, face aux maisons brûlées, face aux jeunes tués pour faire porter la responsabilité sur l'État, pour diaboliser l'État au niveau international, pour déstabiliser la nation sénégalaise, mais plus particulièrement le chef de l'État, et le pousser à la faute. Toutes ces manœuvres, j'estime qu'elles ont été vaines, parce que la vérité a été manifestée
lors de la confrontation de Ndeye Khady Ndiaye, Adji Raby Sarr, Aïssata Ba. La présence donc de spermatozoïdes vivants confirme l'acte sexuel et le témoin, principal témoin, est la dame Aïssata Ba qui a pensé en disant qu'elle a entendu Adji Sarr dire que le monsieur effectivement excusez-moi du terme, a éjaculé, pensait détruire Adji Raby Sarr, mais elle venait d'apporter la preuve que bel et bien Ousmane Sonko, lors de son dernier passage à Sud Beauté, a éjaculé après avoir eu un rapport sexuel avec Adji Raby Sarr. Et il s'agit donc, le principal problème est que Adji Raby Sarr dit que, comme à l'accoutumée, elle n'était pas consentante. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a dans cette affaire aucun complot politique, aucune organisation pour faire empêcher à un compatriote sénégalais d'accéder à son droit de briguer la présidence. C'est son droit. Et nous défendrons tous les Sénégalais chaque fois que leurs droits seront piétinés. Nous avons, et vous me connaissez, nous avons toujours été du côté des personnes dont on a menacé les droits. Si aujourd'hui nous sommes du côté de Adji Raby Sarr, parce que c'est elle la victime. Victime d'abord d'un prédateur sexuel confirmé, mais victime d'une organisation mise en place très forte qui était capable de la tuer puisqu'elle a été menacée de mort, ses soutiens menacés de mort, la maison de ses parents menacée d'être incendiée, la maison de son avocat incendiée, les maisons des autorités incendiées, saccagées, vandalisées, juste pour semer la peur, pour éviter que le gouvernement ait le courage de faire face et de dire que la justice puisse trancher entre les deux citoyens que sont Ousmane Sonko et Adji Raby Sarr. Nous avons tenu ensemble, en tant que peuple, face à ces intimidations. Nous avons tenu face aux manœuvres et aux diffamations. Nous avons tenu et nous tiendrons après le verdict. Parce que le Sénégal est souverain et le Sénégal doit rester fort. Et la justice doit être dite pour chaque citoyen sénégalais. Et il n'y a pas un citoyen sénégalais qui devrait être au-dessus de la loi. En résumé, nous avons donc aujourd'hui réussi à obtenir justice pour Adji Sarr parce que nous voulions juste un procès. Maintenant, ce que dira le juge, nous l'accueillerons avec le respect qui sied en tant que citoyen, en tant que mère, en tant que maman adoptive pour Adji Raby Sarr. Et nous remercions la justice sénégalaise, nous félicitons les avocats, nous félicitons le président de la République qui n'a pas cédé aux provocations qui visaient à plonger le pays dans le chaos. Nous remercions donc toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce combat et nous remercions également toutes les personnes qui nous ont donné la possibilité de nous exprimer et de faire entendre la voix de Adji Raby Sarr durant toutes ces 2 dernières années. Je vous remercie.